Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir associé aujourd'hui à ce télécongrès pour vous parler des manifestations cliniques du Covid-19. Donc, pour introduire le sujet, il faut rappeler quand même que la maladie à coronavirus, ou encore appelée Covid-19, est une maladie infectieuse émergente due au dernier coronavirus qui forme une vaste famille de virus à ARN simple brun enveloppés, pouvant être pathogènes aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Et la maladie à coronavirus est habituellement responsable d'infections respiratoires de sévérité variable. Donc, qu'en est-il de l'épidémiologie dans le monde? Comme vous le savez, c'est une infection qui a touché pratiquement tout le pays du monde, tout en commençant par la Chine et plus précisément au niveau de Wuhan, pour s'étendre vers les autres pays de l'Asie, les pays de l'Europe, à savoir l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, également les pays de l'Amérique et l'Afrique, réalisant ainsi une pandémie déclarée par l'OMS le 11 mars 2020. La Tunisie n'est pas épargnée par ce fléau et depuis la notification du premier cas le 2 mars 2020, on note une progression rapide du nombre de nouveaux cas confirmés pour atteindre 866 cas jusqu'à ce jour avec une prévalence de 73 par 1 million d'habitants. On a noté également 37 décès jusqu'au 19 avril 2020. Donc, quelles sont les manifestations cliniques observées au cours du Covid-19? Donc, au cours du Covid-19, les infections respiratoires sont de sévérité variable, qui peut aller du simple rhume à des formes graves pouvant évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et vous voyez là que les symptômes au début sont souvent légers, avec la toux, de la fièvre, ils ressemblent un tout petit peu à ceux existants lors d'une grippe ou bien du rhume, et puis ils se rétablissent sans traitement particulier. Mais ces symptômes peuvent se développer avec le temps pour donner un essoufflement, des maux de gorge, voire même des formes graves qui peuvent engager le pronostic vital, à savoir des difficultés respiratoires, de la pneumonie, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, et voire même de la défaillance multiviscérale. Donc, cette forme grave et ce tableau, d'une façon générale, peut être responsable d'une mortalité non négligeable qui varie entre 0,7 à 3,8% des cas. Bien qu'on s'est focalisé sur les manifestations respiratoires et on pensait que l'infection, c'est influenza-like. Mais il s'est avéré dernièrement qu'il y a d'autres atteintes qui font toute la gravité du tableau clinique. Ce sont des atteintes thromboemboliques, des atteintes cardiaques qu'on va les détailler tout à l'heure. Donc, commençons tout d'abord par l'incubation. Donc, après contact avec le coronavirus, les symptômes vont apparaître dans les 5 jours qui suivent et l'OMS estime que la période d'incubation varie de 1 à 14 jours. Puis le coronavirus va pénétrer, il va pénétrer au niveau du nasopharynx, oropharynx, pour gagner enfin les petites branches et les alvéoles pulmonaires. Et ce passage peut être responsable ou bien explique les manifestations cliniques les plus fréquentes, à savoir la congestion nasale, les maux de gorge, l'anosmie, la dysgeusie, également la toux sèche, et l'essoufflement. Le tableau clinique peut être grave et cette gravité elle est étroitement liée à une libération incontrôlée de cytokines qui se fait généralement vers le 5e, 7e jour. C'est ce qu'on appelle la tempête des cytokines. Donc, en effet, depuis l'introduction des virus, il y a eu une multiplication virale et avec cette multiplication, on va avoir une augmentation progressive du nombre de cytokines pour atteindre un maximum vers le 7e jour. Donc, cette tempête de cytokines ou bien orage cytokinétique serait à l'origine des lésions pulmonaires, de chocs, de la mort cellulaire, de l'insuffisance rénale et des anomalies de la coagulation. Tout ça rentre dans le cadre de la défaillance multiviscérale. Donc, ce phénomène explique bien les données d'une étude qui a été publiée dans Lancet en janvier 2020, qui a montré que l'aggravation se fait généralement vers le 8e, 9e jour. Il se fait généralement de la dyspnée, voire même une détresse respiratoire aiguë, pouvant nécessiter une hospitalisation en unité de soins intensive.
Donc, concernant la fréquence des symptômes, la fréquence des manifestations cliniques, voilà un article récent qui a étudié les caractéristiques cliniques des patients non graves qui sont hospitalisés pour des infections à coronavirus dans un hôpital chinois. Et ils ont trouvé que les deux maîtres symptômes sont la fièvre et la toux qui étaient observés à peu près dans 50-60% des cas, et la dyspnée était observée dans à peu près 23% des cas. Et notre méta-analyse qui s'est intéressée, publiée mi-mars 2020, qui s'est intéressée à 2247 articles. Et après les critères d'exclusion, on a retenu en fin de compte 43 papiers. Et dans cette méta-analyse, on a confirmé les données de notre étude avec une prédominance de la fièvre, de la toux. Pour la dyspnée, c'est pratiquement la même chose, c'est le même pourcentage noté, mais il faut également mettre en évidence les troubles digestifs, bien que rares, mais qui peuvent exister, les nausées, les vomissements, les diarrhées. Toujours dans cette méta-analyse, qui a montré que l'infection à coronavirus peuvent se compliquer. Tout d'abord, le syndrome de stress respiratoire aigu, qui est la complication la plus fréquente, puis l'insuffisance cardiaque, le choc, l'insuffisance rénale à des pourcentages moindres. Également, la prévalence des formes graves est aux alentours de 26%. Donc voilà, toutes ces études rejoignent à la fin le rapport de l'OMS publié en février 2020 qui note bien évidemment la prédominance des signes respiratoires, la toux sèche, la fièvre, etc. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, que devant la rapidité de la propagation du virus, la transmission aérienne, l'atteinte du personnel médical et paramédical, eh ben, on s'est dit c'est probablement respiratoire et on est parti dans le sens d'un virus comme le virus de la grippe, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y a d'autres atteintes cardiaques, d'autres atteintes thromboemboliques qui font toute la gravité du tableau clinique. Et là, j'ai voulu vous rapporter ce cas de myocardite fulminante compliquant le Covid-19 qui a été observé chez un patient de 63 ans qui s'est présenté pour une pneumonie avec des manifestations cardiaques. Et là, on a découvert des taux de troponine élevés avec également élévation de l'interleukine 6 et une présence de dyskinésie myocardique diffuse à l'échographie cardiaque, confirmant ainsi le diagnostic de la myocardite qui était malheureusement fatal au bout d'un mois d'évolution. Donc maintenant, quels sont les mécanismes qui ont abouti à cette atteinte myocardique? En fin de compte, plusieurs mécanismes peuvent expliquer l'atteinte myocardique. Tout d'abord, l'invasion directe du virus au niveau du cœur, mais également l'invasion au niveau du poumon à travers une hypoxie qu'elle va donner la myocardite. Également, un autre mécanisme qui peut être en cause, c'est le fameux orage cytokinétique avec une libération accrue de l'interleukine 6. Cette libération accrue de l'interleukine 6 va aboutir à l'atteinte myocardique, mais également à d'autres atteintes cardiaques telles que les troubles de rythme, les tachyarrhythmies, etc. Donc maintenant, la question qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la relation entre coronavirus et thrombose. En effet, dans les infections à coronavirus, dans leur forme modérée à sévère, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a des anomalies de la coagulation, à savoir un TPPA, une thrombobinie, une augmentation des dimères, une augmentation de fibrinogène. Et cette dérégulation de la cascade de coagulation était à l'origine de la formation d'un thrombus ou bien la formation ultérieure des cailloux responsables des thromboses intravasculaires, que ce soit des thromboses veineuses ou artérielles. Et ces thromboses ont été rapportées par plusieurs cliniciens. Donc, plusieurs cliniciens ont rapporté la notion d'embolie pulmonaire, par exemple, des cas d'infarctus du myocarde chez des sujets jeunes, et même des accidents vasculaires cérébraux. Et cette thrombose peut être expliquée par le fait qu'il y a des lésions au niveau des lésions directes des cellules endothéliales par le virus,
aboutissant ou bien conduisant à un phénomène d'anticorps antiphospholipides avec mimétisme de vascularité. Et ces nouvelles notions, ces nouvelles constatations ont permis de se diriger vers de nouvelles pistes thérapeutiques. C'est l'introduction du traitement anticoagulant. Donc voilà, on a pu enfin comprendre le mécanisme de SARS-CoV-2. Bon, et ceci grâce au résultat de l'autopsie qui a été faite par les Italiens, qui a été récemment publié et qui a montré qu'il y a des lésions entre la fibrose, autre que l'hémorragie pulmonaire, mais il y a un épaississement de la présence des emboles. Donc voilà, la relation entre coronavirus et thrombose, certes, existe, mais on doit avoir plus de publications, plus d'articles publiés. Toujours dans ce contexte, toujours dans le contexte de phénomènes de vascularite, de phénomènes thromboemboliques, qui pourraient expliquer ces manifestations cutanées observées chez les patients Covid+, avec un aspect d'angélure aux extrémités des mains et des pieds, avec ces éruptions cutanées, mais le mécanisme physiopathologique exact n'a pas été bien prouvé. Donc, passons maintenant aux formes cliniques. Donc, le consensus d'experts réalisé en mars 2020 a classé les formes cliniques en 4 formes. La première forme, c'est la forme polysymptomatique qui est définie par la présence d'une toux sèche, de malaise, des céphalées, des douleurs musculaires. Également, la présence d'une pneumonie sans signe de gravité avec une fréquence respiratoire inférieure à 36 pics par minute et une saturation qui dépasse à 92%, ça définit la forme légère. Par contre, si la fréquence respiratoire dépasse les 30 avec une saturation inférieure à 92%, ce sera plutôt la forme modérée qu'on doit les hospitaliser, bien évidemment. Et la forme sévère, c'est la détresse respiratoire avec la défaillance d'organes. Donc, pour la fréquence des formes graves, les formes graves représentent à peu près 20% de l'ensemble des malades hospitalisés dans cette étude chinoise qui a inclus 72 314 cas. Et parmi ce nombre-là, seulement 44 000 qui ont été hospitalisés et 20% avaient présenté une forme sévère à critique. Maintenant, quels sont les critères de gravité? Selon le Conseil de la santé publique, qui a défini les critères de gravité, qui sont surtout une température supérieure à 40 degrés, une fréquence respiratoire supérieure à 24 cycles par minute, avec une saturation inférieure à 90% en air ambiant, une nécessité d'une oxygénothérapie qui dépasse les 3 litres par minute, la PaO2 qui est inférieure à 70 mm de mercure, une atteinte hémodynamique avec une pression artérielle inférieure à 100 mm de mercure. Également, parmi les critères de gravité, les troubles de la vigilance biologique, le taux de lactate qui est supérieur à 2 millimoles par litre, et les anomalies bilatérales à la radiographie et au scanner thoracique. Il faut faire attention que l'augmentation rapide des besoins en oxygène pour maintenir une saturation supérieure à 95% représente un facteur de mauvais pronostic et un facteur même de gravité, bien sûr. Maintenant, pour les facteurs de risque de forme grave, pourquoi il y a des patients qui font des formes graves? Voici un article récent publié dans le PMC qui a étudié un tout petit peu les facteurs de risque de forme grave. Il a montré que surtout les comorbidités, entre autres l'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'atteinte néoplasique, sont étroitement associées à des formes graves avec des P significatives. De même, un article plus récent, publié le 9 mars 2020, qui a montré avec l'hypertension et le diabète, l'insuffisance cardiaque, il y a la pathologie respiratoire chronique, les néoplasies, qui sont essentiellement associées à une mortalité élevée. De ce fait,
Le Conseil de santé publique a identifié le 23 mars 2020 les facteurs de risque de forme grave qui a été déjà cité, je vais passer très rapidement. Donc, c'est surtout l'âge supérieur à 70 ans, les antécédents cardiovasculaires, à savoir l'HTA, l'AVC, la coronaropathie, le diabète, la pathologie respiratoire chronique, l'insuffisance rénale, le cancer, d'autres facteurs qui n'ont pas été vraiment, qu'on n'a pas vraiment mis en évidence, l'immunodépression, la cirrhose, l'obésité avec l'IMC supérieur à 40 kilos par mètre carré, la grossesse, la splénomégalie, etc. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la sévérité de la présentation clinique a été étroitement liée par l'HTA. L'AVC et la coronaropathie qui augmentent le risque de la sévérité de présentation de 3, mais le diabète, on n'a pas trouvé vraiment une relation significative avec la sévérité du tableau clinique. Donc, il n'y a pas de données suffisamment publiées sur la relation diabète et forme grave, pourtant que le diabète était incriminé dans l'augmentation des hospitalisations et de la mortalité dans le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 et le MERS-CoV, pardon. Pour l'obésité, ce qu'on a remarqué maintenant, selon les constatations, que la mortalité est très élevée chez les sujets obèses. Mais malheureusement, on ne dispose pas à ce jour de données publiées dans ce sens. Également, pour la grossesse, les séries sont très limitées, donc il n'y a pas de complications accrues et on n'a pas noté de transmission intra-utérine. Donc, pour conclure, la maladie à coronavirus est une seule maladie, mais avec de multiples facettes. Elle est responsable d'un tableau clinique polymorphe, donc on peut voir un syndrome grippal avec la fièvre, les céphalées, la toux, la difficulté respiratoire, mais il faut faire attention parce qu'elle peut donner des formes graves, à savoir le syndrome de détresse respiratoire aiguë, également les maladies thromboemboliques avec les embolies pulmonaires, avec les infarctus du myocarde et également l'atteinte cardiaque avec les tachyarrhythmies. Et à la fin, je voudrais dire que malgré toutes ces révélations, le SARS-CoV-2 n'a pas encore livré tous ses secrets. Et merci pour votre attention.